Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pionnier américain du 19e siècle. Charles Ingalls? Charles Ingalls? Sérieusement? Et puis c'est quoi ce chapeau? Il est bien, hein? Enfin, c'est parce que les gens nous confondaient un peu, donc maintenant moi j'ai le chapeau et puis toi t'as pas le chapeau. Non, ça te va pas. Mais bon, là, c'est une vidéo du Neuropsychovlog, donc on va parler d'un pionnier américain du 19e siècle qui a un rapport quand même avec les neurosciences ou la médecine. Dr Queen femme médecin? Non, on va parler de Phineas Gage. Quoi? Phineas Gage? Oh non! Mais tout le monde connaît son histoire en plus. Je veux dire, on l'a raconté 50 millions de fois, Phineas Gage. Tu veux pas parler plutôt de Charles Ingalls? Non, je veux pas parler de Charles Ingalls. Et puis Phineas Gage, son histoire elle est très connue, mais en fait il en existe deux versions. Et selon la version qu'on raconte, on n'a pas du tout la même vision du fonctionnement du cerveau. Et c'est pour ça que son histoire est intéressante. La première version, c'est celle que j'ai apprise quand j'étais étudiant. Ouais, donc la première version, c'est la vieille version. Merci. La première version de l'histoire de Phineas Gage, c'est la version classique, celle que beaucoup de gens ont entendue. La deuxième version, elle a été racontée en 2008 par Malcolm Macmillan dans son article Phineas Gage Unraveling the Myth. The Myth. The Myth. Phineas Gage est né le 9 juillet 1823 aux États-Unis. À l'âge de 25 ans, il est contremaître, chef d'équipe sur les chantiers du chemin de fer dans le Vermont, près de la ville de Cavendish. Et c'est là que commence son histoire. Sur le chantier du chemin de fer, le chemin est souvent obstrué par des gros blocs de rochers qu'il faut déplacer ou faire exploser. Et une des méthodes pour le faire exploser, c'est d'y insérer une charge de poudre à laquelle on met le feu. La méthode pour se débarrasser des gros rochers est assez simple. On fore un trou dans le gros rocher, on y met une charge de poudre, on y met du sable, on tasse le tout avec une grosse barre de fer, on y met le feu et le rocher est détruit. L'événement qui va bouleverser la vie de Phineas Gage a lieu le 13 septembre 1848 à 4h30 de l'après-midi. Phineas s'occupe de forer un gros rocher, il met une charge de poudre, oublie le sable et commence à tasser la poudre avec la barre de fer. Là, je crois que même si vous connaissez pas l'histoire, vous êtes capable d'imaginer le gag. En tassant la poudre, la barre de fer va provoquer une étincelle qui va faire exploser la charge et la barre de fer que Phineas tenait entre ses mains va lui traverser le crâne en entrant sous l'arcade zygomatique gauche, en arrachant le nerf optique de l'œil gauche au passage et en ressortant par le haut du crâne pour aller se planter une grosse vingtaine de mètres plus loin. Soyons très précis quant à ce qui lui est passé à travers la tête. La barre de fer utilisée mesure plus d'1 mètre de long et pèse plus de 6 kg. Elle lui a transpercé le cerveau comme un carreau d'arbalète. En 1996, les chercheurs américains Antonio et Anna Damasio se sont intéressés au cas Phineas Gage qu'ils ont décrit dans leur livre L'erreur de Descartes. Parmi leurs travaux, il y a eu une tentative de reconstitution des lésions cérébrales de Phineas Gage par différentes méthodes statistiques. Les premiers résultats qu'ils ont obtenus par leurs calculs leur ont paru tellement incroyables qu'ils ont tout recommencé à zéro. Et ils ont obtenu les mêmes résultats. Ces résultats sont traduits par une image extrêmement célèbre, et cette image, c'est celle-ci. La barre rouge, c'est le trajet qu'a fait la barre de fer dans le cerveau de Phineas Gage. Leurs travaux mettent en évidence une destruction du cortex orbitofrontal gauche et du cortex frontal mésial de manière bilatérale. Le cortex orbitofrontal, c'est la partie de l'écorce cérébrale qui se trouve au-dessus de nos yeux, au niveau du front. Le cortex frontal mésial, c'est la partie intérieure, médiane, des lobes frontaux. Leur rôle, vous allez très vite le comprendre. En 2004, il y a eu une autre étude menée par Peter Rathiou qui a essayé de reconstruire, de réévaluer les lésions cérébrales
de Phineas Gage, les résultats sont légèrement différents, mais on reste quand même dans les mêmes zones cérébrales. Ok, donc tout ça c'était une mise en contexte. Revenons à notre histoire. On ne sait pas si Phineas Gage a perdu connaissance, mais c'est probable. Quoi qu'il en soit, ses collègues, ses camarades courent vers lui persuadés qu'il est mort, et constatant que ce n'est pas le cas, il l'emmène au chariot jusqu'à la ville de Cavendish, jusqu'à l'auberge de la ville de Cavendish où Phineas Gage a une chambre. Là, il est mis sur une chaise et il raconte un petit peu ce qui s'est passé à ses petits camarades. Donc j'en conclus que les lobes orbitofrontaires et frontomésiaux, ils sont pas impliqués dans le langage ou la mémoire. Tu conclus bien. Le premier pratiquant médical à arriver sur place, c'est Edward Williams. Et ce que lui dit Phineas Gage quand il arrive, c'est « Doc, il y a du boulot pour vous ». Une heure plus tard, le docteur John Martin Harlow arrive sur place et aide Williams à traiter les blessures de Phineas Gage. Harlow écrira plus tard que si Gage a survécu à ses blessures, c'est pour deux raisons. La première, c'est grâce à son extraordinaire volonté de vivre, et la deuxième, c'est que le trou était tellement béant qu'ils avaient toute la place pour travailler à arrêter l'hémorragie. Les médecins actuels y voient une troisième raison. Ils disent que Harlow et Williams ont fait un travail extraordinaire ce jour-là. Alors effectivement, Phineas Gage va survivre à ses blessures, mais pas sans séquelles. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de séquelles langagières, mnésiques ou motrices, mais ces difficultés sont résumées par une phrase qui est devenue extrêmement célèbre et qui aurait été prononcée par ses collègues de l'équipe du chemin de fer. Gage n'était plus Gage. En effet, Phineas Gage est décrit comme étant quelqu'un d'extrêmement poli, d'extrêmement bien éduqué. Il est aussi connu pour sa capacité à se fixer des plans et à s'y tenir. Or, depuis sa blessure, Phineas Gage est devenu colérique et bagarreur. Il ne respecte plus du tout sa parole, il n'est plus capable d'élaborer des plans, de planifier ses actions, et quand il le fait, il ne se tient pas à ce qu'il dit. Le docteur Harlow écrira que les pulsions animales de Phineas Gage ont pris le pas sur son sens moral. Voilà, dans la version classique de l'histoire de Phineas Gage, il devient un vagabond, il voyage à travers les États-Unis, il est embauché par le cirque Barnum où il s'expose avec la barre de fer qui lui a transpercé la tête et finit par mourir une douzaine d'années plus tard d'une crise d'épilepsie. Dans la version décrite par Malcolm Macmillan, les choses sont sensiblement différentes. Les troubles sont les mêmes, les conséquences de la lésion cérébrale sur le comportement de Phineas Gage sont équivalentes, mais la suite de sa biographie est plus étoffée. Phineas Gage passe la majeure partie de l'année 1849 à se reposer, à récupérer. Il ne peut pas reprendre, à cause de ses troubles, son poste de chef d'équipe, et il part à Boston au mois de novembre pour rencontrer le professeur de chirurgie d'Harvard, professeur Bigelow. C'est d'ailleurs en début 1850 que le cas Phineas Gage est présenté à l'université d'Harvard. En 1850, Phineas Gage devient une attraction du musée Barnum de New York, et pas du cirque Barnum. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Il voyage et il s'expose avec la barre de fer qui lui a traversé le crâne. Il va travailler également pendant 18 mois dans une étable et va finir par partir à Valparaiso, au Chili. Au Chili? Pourquoi il part au Chili? Aucune idée. Mais il part au Chili et il va y devenir conducteur de diligence. Il travaille comme conducteur de diligence pendant plusieurs années et en juin 1859, il décide de retourner dans sa famille qui vit à présent à San Francisco. Il arrive dans sa famille malade et affaibli et il lui faut plusieurs mois de repos pour pouvoir commencer à travailler à la ferme. En février 1860, il fait une première crise d'épilepsie pendant le dîner, une crise qui va très sévèrement l'affaiblir. Il va faire d'autres crises qui vont aller en s'aggravant jusqu'au 21 mai 1860. Le 21 mai 1860, Phineas Gage fait une dernière crise d'épilepsie qui le tuera. Il aura survécu pendant presque 12 ans à sa lésion cérébrale. Attends, je comprends pas la différence entre tes deux histoires. Dans la première histoire, il a des modifications du comportement suite à la lésion cérébrale. Il voyage et il finit par mourir d'une crise d'épilepsie. Et dans la deuxième histoire, il a des troubles du comportement, il voyage
et il finit par mourir d'une crise d'épilepsie. C'est quoi la différence? La différence, et elle est extrêmement importante, c'est que Phineas Gage a été pendant plusieurs années conducteur de diligence. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bon, la description du cas Phineas Gage souligne à quel point les structures orbitofrontales et frontal-mésiales sont importantes dans la modulation du comportement, dans le contrôle du comportement et dans la capacité de planification et de motivation. Et ça, c'est déjà un point très important. Ça veut dire que notre personnalité, notre comportement, notre sens moral implique des réseaux cérébraux. Et intuitivement, on a quand même tendance à dire que notre sens moral, ça dépend pas vraiment d'un organe. Mais là où la seconde partie de l'histoire est particulièrement importante, c'est parce que Phineas Gage a gardé un métier pendant plusieurs années. Et le métier de conducteur de diligence, c'est pas du tout comme un métier de taxi aujourd'hui. Oui, parce que de nos jours, dans un taxi, vous y restez 20 minutes. Donc si le chauffeur est désagréable et mal poli, ça ne porte pas à conséquence, ça n'empêche pas de faire son métier. Le client suivant, il est juste derrière. Au 19e siècle, un conducteur de diligence va rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec ses passagers. Donc son comportement doit être relativement correct, à défaut d'être irréprochable. Ensuite, on parle sur des trajets avec plusieurs étapes, avec des journées qui doivent être parfaitement planifiées pour s'occuper des chevaux, pour vérifier que les passagers vont bien, etc., 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 pour organiser les bivouacs également. En d'autres termes, pour être conducteur de diligence, il fallait que les fonctions qui étaient altérées chez Phineas Gage soient relativement fonctionnelles. La différence entre les deux histoires de Phineas Gage, c'est que dans la première version, on considère que les troubles sont restés tels quels jusqu'à la mort de Phineas Gage. Dans la deuxième version de l'histoire, les troubles de Phineas Gage ont forcément régressé. Il n'a sans doute pas récupéré son caractère antérieur. Il a sans doute gardé des difficultés de comportement et peut-être de planification. Mais il était obligé d'avoir un comportement correct. Il était obligé de planifier ses journées. Et ce que nous apprend la deuxième version de l'histoire de Phineas Gage, c'est que les troubles qui font suite à une lésion cérébrale ne sont jamais fixes. Ils sont toujours en évolution, il y a toujours une récupération, même partielle, spontanée du cerveau. De nos jours, cette récupération, cette capacité d'évolution du cerveau, on appelle ça la plasticité cérébrale ou plasticité synaptique parfois. On entend aussi le terme plasticité cognitive. Et cette plasticité, on aura l'occasion d'en reparler, elle est de plus en plus à la base de techniques de rééducation en neuropsychologie. On va de plus en plus s'appuyer sur les capacités de réorganisation du cerveau pour maximiser l'autonomie, pour diminuer, pour limiter l'impact des troubles dans la vie quotidienne des patients. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Alors elle avait pour objectif, d'une part, de donner une version plus récente de l'histoire de Phineas Gage, qu'on a plutôt présenté dans la première version, en tout cas c'était le cas quand j'étais étudiant. Et elle avait aussi pour but d'introduire très doucement à cette notion, la notion de plasticité, qui est une notion qui n'est pas assez reconnue, qui n'est pas assez décrite, exposée aux étudiants en médecine ou aux étudiants en neuropsychologie d'ailleurs, et qui est pourtant fondamentale dans nos approches thérapeutiques. Je voudrais une nouvelle fois remercier très sincèrement les personnes qui partagent mes vidéos, les personnes qui les commentent également, même si je suis souvent très long à répondre aux commentaires, je les lis absolument tous. J'ai été un petit peu long aussi pour publier cette vidéo, parce que mon activité professionnelle est en train d'évoluer, donc j'ai un petit peu moins de temps. Mais je vais essayer d'être un petit peu régulier, on va essayer de rester sur le rythme d'une vidéo à peu près tous les mois. Je vais essayer de publier la prochaine vidéo un peu plus vite, je croise les doigts. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un petit pouce en bas si elle vous a déplu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Il y a un petit bouton en bas normalement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.